Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais nous raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire par note vocale et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne YouTube c'est DMG TV. C'est vrai, on a aussi une deuxième chaîne YouTube au nom de DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, tu es libre d'envoyer ton histoire et on va jouer ici. Et tous ceux qui sont connectés, sachez que tous ceux qui envoient les histoires lisent les commentaires. Donc, si vous avez un message pour eux, laissez-le en commentaire. Merci beaucoup. On va déjà commencer. Sachez que ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. N'oubliez jamais de laisser un like. Merci. Donc, première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Et tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Des aveux rendus par intervention divine. Cette histoire se déroule au Cameroun, dans un village de la région du Grand Nord. C'est l'histoire d'un chef qui avait plusieurs femmes, plusieurs enfants, plusieurs notables et plusieurs servants. Parmi ces servants, il y avait 3 hommes qui se sont liés d'amitié pour aller se blinder de telle sorte qu'ils soient invisibles à leur moindre coup maléfique qu'ils allaient orchestrer dans la chaufferie. Et ils avaient aussi pour principale cible le chef. Ils ont donc pris des talismans chez un féticheur. Ils ont pris des médicaments. Ils ont pris tout ce qui allait de maléfices, talismans et quoi et consorts. Ils sont donc venus féticher le chef de telle sorte que le chef était sous leur emprise. Et leur principal but c'était quoi? C'était de faire des coups de vol, puisque le chef était un grand propriétaire terrien et un grand propriétaire des plantations. Et à chaque fois, constamment, il faisait des collectes des fonds issus des récoltes, des ventes des récoltes de ses produits. Leur but en plus c'était encore quoi? C'était que à chaque fois qu'il faisait des coups de vol au chef, il était invisible. Même si on partait chez quel féticheur pour regarder, on ne pouvait pas voir. On savait seulement que des gens avaient volé et on ne pouvait pas facilement voir les qui avaient volé. Et néanmoins, ils étaient aussi blindés, de telle sorte que quand vous lancez peut-être un mauvais sort à celui qui avait volé, ça ne les prenait pas. Mais ils avaient fait ceci, aveugler le chef, de telle sorte que le chef n'avait même pas tendance à penser à ce côté-là, à ce côté d'aller peut-être faire du mal à la personne qui le volait. Puisque quoi, le chef, si c'est lui qui fait une transaction par exemple, quand c'est lui qui va prendre la collecte des fonds, il vient et il va garder l'argent dans sa chambre ou peut-être dans un endroit approprié. Il est toujours filé par les 3 servants là. Il est filé et dès qu'il tourne le dos, il vient donc, il soutient l'argent. Et le chef, comme il a aveuglé, était sous l'emprise, il va simplement se demander où il a déposé l'argent. Il va se culpabiliser lui-même. À chaque fois, c'était comme ça. Alors que c'était le fait des médicaments, le fait d'avoir été ensorcelé, d'avoir été fétiché par ces 3 servants dont il ignorait, puisqu'il était aveuglé mystiquement. Voilà donc un jour, le chef en question va donc faire une collecte de fonds avec sa première femme. Et quand il revient, il s'assied au salon, ils sont toujours filés. Ils entrent donc dans la chambre avec sa première femme, il cause, il ressort, il appelle sa première femme et il dit à sa première femme de chercher à garder l'argent. Sa première femme prend donc l'argent, elle va donc mettre dans un endroit, toujours dans leur chambre. Et quand les 3 voleurs viennent alors maintenant, à leur absence, ils ont le petit temps que le monsieur et sa femme sont sortis pour aller dans la cour, rejoindre les autres notables et les autres femmes en question. C'est là où les 3 servants voleurs sont donc venus. Ils ont donc volé l'argent encore une fois de plus. Et là maintenant, comme ce n'était pas la dernière personne à avoir touché l'argent n'était pas le chef, là maintenant il se souvenait bien qu'il a donné l'argent à sa femme. Et sa femme qui avait connaissance de la chose a donc dit que voilà, j'ai mis l'argent que tu m'as donné à tel endroit mais je ne retrouve pas. Ça veut dire sans doute que l'argent a été volé. On appelle donc tous les servants de la chaufferie, personne, tout le monde nie. Et là, dans le village, il y avait un féticheur qui était renommé, il avait une réputation d'être celui qui pouvait tout voir, tout faire. Donc, il rendait les services, presque tous les services mystiques aux villageois. C'était le meilleur, donc comment on va dire, le féticheur des féticheurs, le sorcier des sorciers et
tout ce que vous pouvez savoir. Donc il était prêt en tout. Faire du mal, faire du bien, jeter des mauvais sorts, faire ceci, faire cela. C'est là où le chef a donc demandé qu'on lui fasse appel. Quand il vient donc, il essaie de faire ses incantations avec sa calebasse, l'eau, ses courriers et tout. Il n'arrive à rien voir parce que les autres là quand même ils étaient allés voir un féticheur aussi puissant, mais pas hors de leur contrée. C'est où il ne voit rien. Il sait que l'argent a été volé, il voit des mains qui volent l'argent, mais il ne voit pas les visages des personnes qui volent l'argent. Le chef se fâche donc contre lui. Le chef dit que je ne peux pas cautionner que tu, ici, avec tout ce qu'on m'a dit de toi, tout ce que nous on connaît de toi dans ce village, tu y viens. Si dans 3 jours, tu ne me retrouves pas mes voleurs, tu seras banni de ce village. D'ailleurs, il appelle donc ses notables et ses gardes, mettez-le en cellule. Il a 3 jours pour réfléchir et 3 jours pour trouver les voleurs, les voleurs de son argent. C'est où le féticheur continue à faire ses incantations, continue à faire sa vision, mais c'est toujours la même chose, il ne voit toujours rien dans sa cellule. Parce qu'il avait tout ce qu'il veut. Le chef a demandé qu'on lui donne tout ce dont il a besoin pour parvenir à ses fins au bout de 3 jours. Sinon, il sera banni du village comme j'ai fait comprendre, j'ai expliqué tantôt. Voilà donc le premier jour, le chef avait chargé donc les 3 servants là, curieusement comme ça, ou bien miraculeusement comme ça là, ou bien, je sais pas, comment on appelle souvent ça, on dit souvent quoi, par coïncidence, ces 3 servants là, de s'occuper du féticheur pendant les 3 jours en question. Voilà donc le premier jour, un des servants porte la nourriture pour aller donner au féticheur. Dès qu'il entre dans la cellule du féticheur, le féticheur dit voilà le premier, il n'en reste que 2. Le servant panique, il dépose la nourriture, il sort, il va trouver ses 2 autres complices. Il dit vous n'allez pas savoir ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, quand je suis allé donner le repas du féticheur, il a dit ceci, voilà le premier, il n'en reste que 2. Ils ont commencé à paniquer. Le féticheur, il a commencé à voir, hein, mais les 2 autres disent que bon, on aura le cœur, on va essayer d'avoir le cœur net. Comme demain c'est mon tour, je vais voir ce qui va se passer. Donc, toute la journée, la première journée, là, chaque fois que le serviteur entrait, il ne faisait que répéter ça. Voilà, 1, il n'en reste que 2. Toute la journée. Et le servant partait toujours vers les autres, dit la même chose. Le deuxième jour, c'est un autre servant qui prend dans la relève. Quand il vient donc déposer le repas, c'est le même scénario. Voilà le deuxième, il n'en reste que 1. Il va encore vers ses 2 autres complices, il explique le problème, même scénario. Et toute la journée, c'était toujours pareil. Voilà le deuxième, il n'en reste qu'un. La troisième journée, pour toujours avoir le cœur net maintenant, le troisième donc prend donc la relève pour la troisième journée qui devait être fatale, donc qui devait être la finale du féticheur selon les recommandations du chef. Il dit voilà le troisième et il n'en reste plus aucun. Il va donc toujours vers ses 2 complices, il explique ce qui est arrivé et à longueur de journée, le féticheur ne faisait que répéter la même chose à chaque fois qu'il entrait pour déposer le repas. Il disait voilà le troisième, il n'en reste plus aucun. La journée donc finie. En soirée, le chef demande qu'on fasse sortir le féticheur. On l'amène dans la cour. Et tout le monde, il a réuni tout le village en question. Voilà donc le féticheur qui est assis. Le féticheur n'a toujours, faisant ses visions, il n'a toujours rien vu. Donc c'est l'intervention divine qui a fait en sorte que les autres pensaient que le féticheur était en train de les voir. Et pourtant, au fond, il était en train de compter les jours qui lui restaient, puisqu'il n'arrivait à rien voir dans ses visions. C'est où le féticheur voulait donc prendre la parole, comme pour dire quoi, il faut m'abannir de ce village parce que je ne suis pas digne je ne suis pas digne d'être le féticheur des féticheurs, le suprême des féticheurs dans votre village. Je vais aller me chercher ailleurs. Donc c'est ce qui comptait déjà dit à l'assemblée, à la foule, aux villageois en question. Voilà donc les 3 servants ont paniqué. Ils ont dit non, on ne veut pas que vous nous dénoncez. Nous-mêmes, on va se dénoncer. Nous-mêmes, ils sont passés aux aveux. Et ils ont nous expliqué comment ils ont fétiché le chef depuis qu'ils sont là. Comment ils ont fait ceci, comment toutes les exactions, tous les vols qu'ils commettaient, c'était eux, puisqu'ils avaient aveuglé le chef, ils s'étaient blindés. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas voir. C'est pour ça aussi que le féticheur ne pouvait pas, mais le féticheur au départ il ne pouvait pas voir, mais il confirme que le féticheur c'est un grand féticheur parce que
finalement, quand ils étaient en train de lui donner la nourriture pendant les 3 jours, le féticheur avait détecté qu'ils étaient des voleurs. Le féticheur les a seulement regardé, le féticheur a gardé ça pour lui, mais c'est par la suite qu'il avait expliqué aux autres villageois qu'en réalité, ils n'arrivaient pas à les voir, qu'ils étaient vraiment blindés, mais ils ont seulement paniqué par le simple fait que le féticheur disait, voilà le premier, il n'en reste qu'un, voilà le deuxième, il n'en reste que deux, et voilà le premier, il n'en reste que deux, voilà le deuxième, il n'en reste qu'un, et voilà le troisième, il n'en reste aucun. Donc il lui comptait simplement ses jours. Donc c'est la raison pour laquelle je exhorte la famille DMG de souvent faire attention aux paroles des gens. Quand quelqu'un peut-être mentionne une parole et il ne met pas, comment on va dire, l'unité de la parole, ou bien il ne termine pas la parole, il ne faut pas avoir des analyses précises. Mais comme on dit, on dit souvent, il n'y a pas de crime parfait. Les voleurs ont simplement paniqué par le simple fait qu'ils étaient 3 et il y avait 3 jours pour le féticheur. Le féticheur comptait ses jours et comme ils étaient chargés de remettre la nourriture un par un successivement au fil des 3 jours, ils sont donc tombés dans le piège divin que j'appelle, qu'il va appeler le karma divin qui les a frappés et ils étaient obligés d'avouer leurs crimes, tous les crimes qu'ils ont fait subir le chef dans le village en question. Famille DMG, je vous exhorte à toujours prier, à toujours redoubler d'ardeur dans la prière pour ne pas tomber dans l'envoûtement, dans l'emprise de certaines personnes pour vous faire peut-être voler, pour vous faire sucer votre étoile, pour vous faire, je sais pas, être le tam-tam ou bien être la cadence des actions maléfiques en question. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille DMG. C'était Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu depuis la vieille Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste à nouveau pour les 2 mois passage, le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on va passer à la deuxième histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul, le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter la suite de l'histoire mystique sur le chef qui s'était fait ensorceler, envoûter, voire qui était sous l'emprise de ces 3 servants qui, de leur côté, étaient allés voir un grand féticheur hors de leur contrée, voire dans un village voisin, pour être blindés, pour être invisibles et faire subir des coups de vol à leur chef, de telle sorte que quand c'est leur chef qui est le dernier à garder le paquet, voire l'argent qu'il a recouvert dans tous ces édifices, dans toutes ces plantations, il se fait donc voler et par la suite, il va se dire que c'est lui qui a commis l'erreur, soit il a égaré l'argent, soit il ne se souviendra plus de rien. Donc, la fois où il a su qu'il s'était fait voler, c'est simplement parce que c'était pas lui qui était le dernier à garder l'argent. Il avait remis l'argent à sa femme de garder en question. Et c'est donc sa femme qui, lorsqu'elle devait récupérer l'argent pour faire ce qu'ils avaient à faire avec, elle s'est donc rendu compte que l'argent avait été volé. Or, les 3 servants se disaient que c'était le chef qui avait gardé l'argent et que le scénario devait toujours se répéter et il ne devait jamais être démasqué. Quand le chef a donc fait venir le plus grand féticheur du village, le féticheur des féticheurs, le féticheur suprême en question, et il lui a recommandé 3 jours puisque celui-là faisait donc la voyance et il ne voyait rien. Il voyait effectivement qu'on avait volé l'argent, mais lui-même il n'arrivait pas à voir les visages des gens qui étaient derrière ce coup de vol-là. Et comme le chef lui avait recommandé 3 jours pour trouver une solution, sinon il devait être banni du village, il était donc dans sa cellule comme j'avais fait comprendre dernièrement pour le rappel. Et comme c'était les 3 servants qui devaient donc le gérer pendant les 3 jours, donc c'est-à-dire quoi, lui apporter à manger, chacun devait avoir sa journée pour lui donner ses repas quotidiens. Donc le premier jour, quand donc le premier est venu et le féticheur a fait comprendre que voilà il n'en reste que 2. Il est donc parti. Il est parti voir ses complices et faire comprendre que je vois comme si le féticheur là a déjà la vision à notre égard. Pour avoir le cœur net, le deuxième jour, le deuxième est donc venu et il a dit la même chose en disant voilà le deuxième, il n'en reste qu'un seul. Il est donc parti voir ses complices, il a donc fait part. Et le troisième, à son tour, le féticheur a toujours dit voilà le troisième, il n'en reste plus aucun. C'est là où ils avaient donc le cœur net que le féticheur voyait déjà et le féticheur était prêt à les dénoncer le 3e jour. Dans la cour donc, avant que le féticheur ne dise qu'il n'avait rien vu,
Ils ont donc pris les devants parce qu'ils se disaient que le féticheur allait les dénoncer devant le chef et devant tout le village qui était rassemblé à la commande du chef. Il passa donc aux aveux, comme je disais tantôt, et par la suite, ils ont donc fait comprendre que oui, c'était eux qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Ils ont mystifié le chef de telle sorte que le chef était aveuglé, le chef perdait la tête. À chaque fois qu'il volait, le chef culpabilisait lui-même. Et le chef n'arrivait pas à penser même aller peut-être faire une voyance pour voir qui avait volé. Et même si dans le cas il partait faire, il n'allait pas voir, il allait voir qu'on avait volé. Mais comme ils avaient déjà embrouillé son cerveau, il était perdu dans ses pensées, donc il ne pouvait que toujours culpabiliser et en disant que c'est lui qui a égaré l'argent et l'a fait passer. C'est comme ça que ces servants-là continuent toujours à le voler. Voilà donc ils ont donc fait comprendre qu'ils étaient partis dans un village à tel endroit pour voir tel féticheur, grand féticheur, le féticheur suprême de l'endroit aussi, tel que le féticheur de leur village en question. Et c'est le féticheur qui les a blindés et les a donné des gris-gris, des talismans, voire tout ce qui va avec des médicaments pour venir donc ensorceler le chef pour lui faire subir des coups de vol en question. Le chef a donc demandé au chef, au féticheur suprême qui était là, d'essayer d'aller arrêter l'autre féticheur de l'autre contrée. Il a dit non, c'est pas nécessaire, il va l'invoquer, il va invoquer son esprit et ils vont causer en esprit. C'est donc ainsi qu'il a donc fait des incantations, il a donc invoqué l'esprit de l'autre féticheur de l'autre côté et ils ont donc commencé à causer. L'autre féticheur fait comprendre que tout comme toi, les gens viennent me voir pour un travail, est-ce que je ne veux pas faire? Je les rends le service, mais le service que je rends, moi je ne peux pas facilement revenir en arrière. La seule chose maintenant qu'il faut là, c'est des sacrifices humains pour que le chef retrouve sa santé, pour que le chef soit désenvoûté, pour que le chef soit mis hors de l'emprise de ces trois gens-là. Il faut simplement des sacrifices humains. Et comme ils étaient trois, ça veut dire que le chef est triplement envoûté, triplement, comment il veut dire, triplement sur l'effet du fétichisme. Il faut donc trois sacrifices, comme je dis tantôt. Et voilà donc que le féticheur là prend congé donc du féticheur de l'autre contrée et il rend donc compte au chef de ce qui s'est dit spirituellement avec son homologue de l'autre côté. Et voilà donc que le chef va décider que quand on dit trois sacrifices humains et c'est trois personnes, et on va sacrifier qui dans le village, ce n'est que ces trois gens qui doivent être sacrifiés. Selon ainsi qu'on avait donc géré ces gens-là comme des poulets, on les avait jetés dans une fosse et le chef avait retrouvé toute sa santé. C'est donc ainsi que l'histoire a pris donc fin. Tout le village a continué à vivre dans la paix, dans la tranquillité, parce qu'il ne faisait pas seulement subir des coups de vol au chef, mais à toute personne qui était qui avait quelque chose de constant, qui avait un objet précieux, qui avait de l'argent. Et c'est donc ainsi que, comme je disais tantôt, l'histoire prend donc fin là. Jusqu'aujourd'hui, ce village vit en harmonie et la succession va pour le mieux. À chaque fois que quelqu'un apprend cette histoire dans ce village-là, il se tasse et il évite de faire des situations, il évite de faire subir des situations maléfiques, fétichisme ou bien consorts, sorcellerie, n'importe comment. Bien comme on dit toujours, la sorcellerie n'a pas de longues jambes, la sorcellerie se trouve toujours dans tous les villages, mais ils ont quand même des limites dans leur sorcellerie actuellement dans ce village du Grand Nord Cameroun. J'exhorte donc la famille d'MG à toujours prier et à ne pas se livrer dans des pratiques occultes parce que le salaire de ça, c'est toujours la mort, comme ces trois servants qui ont trouvé la mort, comme j'ai fait tantôt, pas en dessus de mon histoire. C'était l'histoire que je tenais à partager avec la grande famille d'MG. C'était Sagesse de Paul le Guerrier de Dieu depuis la ville de Cribé au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne d'MG TV. Parce qu'avec DMG TV, l'esprit de l'être humain reste animé pour les deux mondes parasites, c'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut à toute la famille DMG. Salut à Tonton et Alex. Salut à l'homme de l'ombre. Ici, c'est l'histoire d'une jeune fille que j'aimerais rencontrer. C'est une fille qui a vu un magua rentrer dans son sexe.
Nous étions dans le car en allant à Korogo. D'Abidjan à Korogo, la distance est assez longue. Et au moment où nous avons décollé, le car a décollé en route. Quand nous avons dépassé le premier péage, il y a un vieux qui a fait l'autostop et est monté dans le car. Mais quand le vieux est arrivé dans le car, le vieux voulait s'asseoir auprès d'une jeune fille car c'était auprès d'elle qu'il y avait la place vide. Mais cette fille a refusé, soit disant que le vieux avait une mauvaise odeur. C'est ainsi que nous avons parlé sur cette fille. Ah, arrête ça, c'est un vieux, laisse-le s'asseoir. Elle a refusé catégoriquement, elle dit qu'elle ne veut pas. C'est ainsi qu'un jeune homme s'est levé et il a demandé au vieux d'aller s'asseoir à sa place et lui, il est venu s'asseoir auprès de la fille. Étant sur le chemin, nous avons entamé, disons, 150 km et plus. Donc le car a dû garer pour que tous les passagers passent à leurs besoins. Uriner et 2 minutes après, le car devait décoller. Mais au moment que nous étions en train d'uriner, nous avons entendu une personne crier. Et au moment de s'en rendre compte, c'était la jeune fille en question qui avait refusé de céder la place au vieux. Elle dit qu'il y a un magua qui est rentré dans son dessous. Et quand les mamans sont allés voir, réellement, le magua rentrait et sa queue balançait dehors. C'est ainsi que les mamans ont demandé pardon au vieux. Le vieux a fait comprendre à tout le monde que le vieux dit qu'il n'est au courant de rien, il ne sait rien et que c'est pas parce que la fille l'a humilié qu'il allait poser cet acte. Donc le car a dû garer là pendant plus de 30 minutes à 45. Après les supplications, le vieux a pris de l'eau, il a fait des incantations, il l'a donné à la fille, elle a bu. Automatiquement, devant tous les passagers, le magua est descendu et a fui pour rentrer en brousse à nouveau. C'était là mon histoire, mais je tenais à faire une remarque par rapport à l'histoire de la jeune femme. Je ne sais pas, c'est l'histoire, disons, celle qui louait dans la cour de la maman et que la maman voulait prendre sa jeunesse. Et elle était tombée gravement malade. Je pense bien que l'histoire sera reconnue. Et quand elle est tombée malade, elle a appelé sa maman qui était au nord. C'est arrivé au nord que sa maman l'a envoyée chez les pygmées ou chez un vieux par hasard et le vieux l'a traitée. Et quand elle est revenue, elle fait comprendre que celui qui est venu l'aider à faire le déménagement lui a dit qu'elle avait de la chance car dans cette cour, la plupart du temps, les gens ne ressortaient pas vivants. Mais dans son histoire, elle a dit qu'il y avait un jeune homme qui était venu déposer sa table pour faire les transferts d'unités devant la cour de la maman et que la maman avait interdit aux jeunes de faire les transferts devant sa cour et avait interdit aux jeunes de s'asseoir devant la cour. Mais le jeune s'est entêté et au final, il a eu une plaie au pied. Une plaie incurable qui était l'acte de la maman. À cause de cette plaie, elle a vu le jeune à son retour au moment où elle faisait le déménagement. Elle disait que le jeune n'arrivait pas à marcher car il boitait d'un pied. Ce dont pourquoi j'ai parlé de son histoire est que elle était malade, elle a appelé sa maman. Sa maman l'a envoyée chez un vieux pour la faire soigner au nord. Mais elle a demandé dans l'histoire que le jeune devait aller à l'église et faire des prières pour que le Seigneur la sauve. Et pour que le Seigneur lui vienne en aide. J'aimerais juste dire que quand elle a eu le problème, elle a appelé sa maman, elle est partie au nord. Et c'est grâce aux traditions africaines qu'elle a été soignée. Car elle ne devait pas sortir
de cela vivant. Mais le jeune qui boite, elle sait très bien que le jeune va mourir, peut-être. Au lieu de chercher à donner le numéro du vieux ou de donner le numéro de ta maman au jeune pour qu'il puisse aller se faire soigner, tu lui proposes d'aller à l'église. Donc pour cela, je pense bien qu'elle n'a pas bien agi. Elle devait donner le numéro de sa maman ou du vieux au jeune pour qu'il puisse lui aussi aller au nord pour se soigner, pour ne pas mourir. Nous sommes en Afrique et nos traditions existent. Il y a certains qui disent toujours que c'est de l'ancienne époque, c'est de l'ancienne époque. Un sage africain a dit, une personne qui dira que les traditions sont vieilles et ce sont des sales histoires ou ce sont des histoires d'avant, il faut lui demander depuis les nés ou depuis cette personne est née, le soleil se lève où et se couche où. Si depuis la nuit des temps, le soleil n'a pas changé de manœuvre ou de direction, c'est qu'il n'y a pas d'anciennes coutumes. Seulement que vous refusez de respecter les accords que vos grands-parents, vos aïeux ont dû pactiser avec les esprits, qui ne sont pas pour tout le temps méchants, mais à cause de votre ignorance, certains font que leur vie n'avance pas. C'était tout pour mon histoire et j'aimerais remercier la famille DMG pour tout. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Ça fait un moment déjà que je vous suis. De mémoire, je vous suis depuis 2022 sur Facebook et quotidiennement sur YouTube. J'ai toujours voulu vous raconter mes petites histoires que je qualifie de bizarres. Mais bon, j'ai jamais vraiment trouvé le courage de le faire ou peut-être que le timing n'était tout simplement pas le bon. Ceci dit, merci d'avance pour votre indulgence, surtout dans les commentaires. C'est la première fois que je me prête à un tel exercice et je vous avoue qu'il n'est pas très aisé. Alors, mon histoire remonte à mon enfance. Je devais avoir 8 ans ou un peu moins. Nous habitions le quartier Omisport à Yaoundé et mes parents venaient juste de se marier. Ils ont décidé qu'on devait déménager. Et sans doute pour vivre leur vie de jeunes mariés loin du regard de la grande famille, car on habitait le même quartier que les grands-parents et la maison familiale. Ou alors peut-être parce que ma mère avait cessé son activité ou encore parce qu'ils avaient récupéré ma grande sœur, la fille aînée de ma mère, et qu'on avait besoin de place, d'un peu plus de place, ou peut-être qu'ils voulaient tout simplement nous rapprocher de notre école. Donc on trouve notre maison idéale à Manguier, une maison mais juste parfaite pour nous, quoi. En toute intimité, on avait notre portail, une petite cour, des murs assez hauts, une cuisine extérieure, rien qu'à nous et toutes les commodités qu'il fallait. À l'extérieur de la maison, je précise, mais dans notre portail, dans notre cour, c'était rien qu'à nous et la maison refaite à neuf, vraiment parfaite, quoi. Et voilà, on décide d'y aménager. La bailleresse, c'était une dame de certain âge, mais franchement très sympa et très avenante envers les enfants que nous étions. Même si la maison était mitoyenne à celle de la bailleresse et que nous devions puiser l'eau tous les 2 jours chez elle, ça posait pas vraiment de problème. Petit détail qui a son importance, elle était maman de jumeaux, mais on voyait pas souvent ces garçons parce que bon, ils étaient à l'université et ils venaient de façon sporadique. Donc voilà, tout se passe bien dans les premiers temps. Ma maman, elle sortait pas beaucoup, elle avait une santé assez fragile et quand elle sortait, c'était juste pour aller au marché ou aller voir ses frères et sœurs qui étaient ses amis. Donc nous, on se mêlait. Donc tout ça pour dire qu'elle se mêlait pas aux gens du quartier. Ben nous, elle nous laissait sortir, on jouait avec tout le monde et tout. Mais les gens nous regardaient bizarrement dans le quartier et ça murmurait. Donc une fois qu'on s'est mêlé aux enfants du quartier, on a commencé à entendre des trucs. Ils nous disaient des trucs à la maison dans laquelle vous êtes. La dame est une sorcière. Ses enfants, ses jumeaux ont un serpent dont elle se sert et tout. Ils racontaient plein de trucs et tout ça. Nous, on faisait pas fi parce qu'on était bien dans la maison. On racontait ça à ma mère et tout. Elle disait non, c'est des histoires et tout ça.
Donc, mais bon, elle a commencé un peu à se méfier. Elle cuisinait juste 2 mois après. Hein. Elle cuisinait dehors, dans la cuisine extérieure, et elle a commencé à rentrer la nourriture. Elle dit, je vais pas laisser cette nourriture-là, vu que la maison est mitoyenne, avec tout ce qui se raconte. Un jour, on va trouver peut-être du poison dedans, ou je sais pas. Donc, quand elle finissait de cuisiner, elle ramenait ça dans la maison principale. Elle laissait plus à la cuisine. Et tout ce qu'il fallait, même les brosses à dents et tout ça, on laissait même plus dans la douche, qui était à la douche extérieure, parce que elle commençait à se méfier, mais nous, ça nous disait rien, mais elle nous montrait pas qu'elle se méfiait, elle nous montrait pas son inquiétude, rien. Et peut-être qu'elle en parlait avec notre père, on ne savait pas, on sait pas. Donc, la fille a suivi son cours et tout, et au bout de 3 mois, on commence à faire des mauvais rêves. Bon, moi, j'en faisais pas. C'est la fille aînée de ma mère. Ma mère, elle a toujours été malade, donc ma mère commençait à tomber malade. Et pour nous, c'était quelque chose de normal, parce qu'on a toujours connu notre maman malade. Donc, elle tombait malade, elle maigrissait. Et ma grande sœur aussi, sa fille aînée, ma grande sœur, je vais l'appeler Karine. Karine aussi, elle était malade. Elle était déjà ado, donc elle avait les seins et tout ça. Elle était un peu plus en chair que nous, parce que nous sommes très très minces, les enfants de mon père. Avec ma mère, on est 3. Donc, ma soeur Karine, elle était un peu plus en chair. Elle maigrissait, elle faisait des mauvais rêves tout le temps. Elle maigrissait, elle n'avait que des seins. On ne lui restait que la poitrine, parce qu'elle avait une forte poitrine et tout. Et après, c'est ma soeur, celle que je suis, que je vais appeler Jocelyne. Elle aussi, elle avait commencé à faire des mauvais rêves, et les deux dormaient ensemble. Mon petit frère et moi, on ne faisait pas de rêves. Petite parenthèse, on a toujours dit à mon père que moi, je suis un enfant particulier. Je ne dirais pas que je suis née avec une étoile et tout ça, machin truc, mais avec du recul, et jusqu'à présent, j'ai 35 ans aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un d'extrêmement chanceux. C'est-à-dire, partout où je passe, les portes me sont ouvertes, et j'attire que des bonnes personnes autour de moi. Donc, on a toujours dit à mon père que je suis quelqu'un de particulier, et que, voilà, les esprits m'aiment bien. Pas qu'ils veulent me faire du mal ou quoi que ce soit, mais ils m'aiment bien, ils veulent toujours me protéger, ils veulent faire de moi leur ami. Petite histoire dans l'histoire, quand je suis née, mes parents, ils n'étaient pas mariés, ils vivaient pas ensemble. Ma maman, elle était toujours chez mes grands-parents. Et avec ma grande sœur, on a 18 mois d'écart. Donc, elle avait 2 bébés à la maison. Elle était tout le temps fatiguée. Et il lui arrivait de s'endormir profondément. Et en pleine nuit, elle s'est réveillée. Elle me trouvait avec une cousine à elle qui venait du village. Et il se disait que la cousine, elle était sorcière. Donc, pendant que ma maman dormait, elle se faufilait dans la chambre, elle me prenait. À 3h du matin, elle allait dans la cour, elle jouait avec moi, des trucs du genre. Et maman se réveillait subitement, elle me cherchait et elle venait me récupérer. Je pleurais pas, je jouais avec la dame et tout. Des années plus tard, quand on m'a raconté ça, il s'est avéré qu'effectivement, la fille, elle était sorcière, et elle voyageait la nuit. Elle voyageait la nuit parce qu'il arrivait qu'on allait la réveiller et tout ça. Elle était assez loin, et après elle racontait ses voyages au village et tout. Mais elle m'a jamais rien fait de mal. Donc à partir de là, on a dit à mon père que voilà, j'étais quelqu'un de spécial, et que j'attirais les esprits, j'attirais ces gens-là, mais qu'ils ne me voudraient aucun mal. Ils veulent pas me donner quoi que ce soit, me faire manger quoi que ce soit, me faire appartenir à leur clan ou etc. Donc, ils voulaient juste faire de moi une amie, quoi. Et voilà. Donc, cette parenthèse pour dire que moi, je faisais pas ces rêves-là, et ça n'étonnait pas mon père. Mais bon, il s'inquiétait pour les autres, au point où il est allé, on l'a amené quelque part pour trouver une solution. Et il est revenu avec un truc qu'il a mis sous son lit. Et là, les mauvais rêves ont cessé. Mais on a eu un autre problème, c'est-à-dire qu'il ne ramenait plus d'argent à la maison. Les problèmes s'enchaînaient. On avait des difficultés à manger. Et ça a duré un bon moment.
Et là, il avait une cousine. Il avait une cousine qui venait nous rendre visite de temps en temps. Et il raconte à la cousine comment les enfants font les mauvais rêves. Et elle lui dit tout de suite comment elle fait les mauvais rêves, comment les enfants font les mauvais rêves, comment on entend des bruits à une certaine heure dans le plafond. Comme une personne qui est en train de marcher dans le plafond, qui court des courses. Et là, tout de suite, la dame, elle dit, on lui a pas raconté ce qui se disait dans le quartier. Hein, et là, tout de suite, la dame, elle dit, ça, c'est un serpent. C'est un serpent qui est dans le plafond. Et quand il vient sucer le sang des enfants, ils font des mauvais rêves. Et ces mauvais rêves, ça paraissait vraiment très, très réel et tout. Et là... mon père dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve une solution et tout, machin truc. Et là, on commande une bière. Et là, la propriétaire, elle avait un bar à côté. On va commander la bière et la bière est fermée. Et ma tante, elle secoue la bière. C'était vraiment quelqu'un de très sage, d'initié. Et... il faut savoir que je suis béninoise d'origine camerounaise, c'est-à-dire que ma maman est camerounaise et mon papa est béninois. Donc la tante étant béninoise, il y a des petits trucs qu'on fait chez nous au Bénin, pas de sorcellerie, tout ça, mais qu'on est averti, on va dire. Donc pour recevoir la tantine, mon papa nous envoie acheter des bières chez la dame et elle dit à mon papa, ne bois pas. Elle secoue la bière et elle ouvre. La bière n'a pas moussé. Il faut savoir que quand on secoue une bière et qu'on ouvre tout de suite, ça fait plein de mousse. Elle a secoué la bière, elle a ouvert. Et elle a dit tout de suite à mon père, il y a un truc, elle a mis un truc dans la bière. C'est pas normal que ça ne mousse pas. Et je suis sûre, elle avait juste émis des suppositions, hein, parce que cette Anne-là, elle voyait pas ou quoi que ce soit, mais c'était quelqu'un d'averti, d'avisé. Et là, on envoie rendre la bière. Il nous envoie rendre la bière et tout ça. Et mon papa commence à bavader. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison, machin truc. J'espère que ce qui se dit dans le quartier est faux et tout. On ne veut plus de la bière et ça s'arrête là. Et là, un jour, moi je dormais dans la même chambre que mon petit frère. Et là, un jour, je me réveille, mais j'étais réveillée. J'étais d'abord dans un sommeil pas très profond, un sommeil assez léger. Et là, je me réveille. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des bruits dans le plafond. Des bruits qui se rapprochaient un peu plus de moi. Je vous jure que j'avais les yeux ouverts. Et ça se rapprochait de moi comme si ça venait me prendre. Et après, j'entendais le truc dans le salon. Mon père, il avait tellement des problèmes d'argent il faisait des petits boulots de nuit. Il était électromécanicien, il sortait souvent les soirs. Il allait réparer des machines à sous dans les bars pour se faire un peu d'argent. Mais malgré ça, il n'avait pas souvent d'argent. Il revenait souvent sans argent parce qu'on lui disait non, on ne peut pas te payer. On n'a pas d'argent et tout ça. Donc, il était sorti un soir comme ça, aller chercher un peu d'argent en plus de son boulot quotidien. Donc, on était seuls dans la maison avec ma mère. Et là, je fais ce mauvais rêve ou ce rêve éveillé où j'entends dans le plafond et je vois clairement que c'est un serpent. Mais un énorme serpent. Et il rentre dans la pièce, mon petit frère, mais il dormait mais à point fermé. Il rentre dans la pièce et je le sens au bas du lit, avec les yeux qui brillent et tout ça. Mais j'ai fermé les yeux, j'ai serré fort et j'essayais de réveiller mon petit frère, mais un petit garçon de 4 ans. Il avait 4 ans, je pense, il se réveillait pas, il dormait profondément. Et là, j'appelle mon père, 1 fois, 2 fois. Et là, je me rappelle que mon père est parti. Et là, je crie le nom de ma sœur aînée. Karine, Karine, Karine. Et elle se réveille en sursaut. Je lui dis, allume la lumière. Dès qu'elle allume la lumière, je bondis du lit, je sors de la chambre pour reprendre les mots de ma mère. Je tremblais comme une feuille. Ma mère aussi qui sort de sa chambre, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, je lui crie, je ne dors plus dans la chambre, il y a un serpent au pied du lit. Là, elle va prendre mon petit frère qui se réveillait à peine et prend mon petit frère et dit, venez dormir dans la chambre. Dans ma chambre, donc on va dormir dans la chambre de ma mère. Et là, ma grande sœur que je suis me dit, elle est réveillée depuis un moment, elle n'a rien entendu. Tout ce qu'elle a entendu, c'est quand j'appelais mon père. Et après, j'ai appelé ma grande sœur Karine. Mais elle n'a rien entendu de tout ce que je suis en train de décrire. On rentre dans la chambre et ma mère, qui n'était pas très câline, elle me dit
t'as peur? Je dis oui. Elle dit, faut pas avoir peur. Vous êtes avec moi maintenant. Et là, elle brûle l'encens. Elle avait de l'encens. Il faut savoir que ma maman, elle était souvent malade. Donc, elle cherchait la guérison dans les églises et tout ça. On avait toujours du sel béni, de l'eau bénie, de l'encens dans la maison. Elle verse de l'eau bénie, du sel béni dans la maison. Elle fait brûler l'encens et tout ça. Et mon père, il arrive au petit matin, 6 heures par là. Moi, j'ai plus dormi, hein. Et là, il nous trouve dans sa chambre. Il demande à ma maman, mais qu'est-ce que les enfants font là? Et là, elle lui raconte la scène et tout. Mais mon père, il pète un câble. Et il se dit, si ça arrive à ce niveau-là, s'il s'attaque déjà à celle-là, qu'on dit qu'elle est inattaquable entre griffes, c'est que vraiment, je vais perdre mes enfants. Là, il s'énerve et il retire ce que le monsieur, souvenez-vous, il était allé voir quelqu'un pour que ces mauvais rêves-là cessent et on lui a remis un truc. Il retire ça de sous son lit, il jette dans les toilettes, il dit je suis quand même béninois et ça va pas se faire comme ça. Et là, il va voir la dame, il prend une machette et il se met dans la cour il se met devant son bar et il dit, si un de mes enfants fait encore un seul mauvais rêve, je vais tuer ton serpent et tant pis pour tes jumeaux. Et là, il se met à crier et tout ça. Et la dame, elle avait les yeux qui commençaient à rougir. Et elle avait un cou assez pendant, un peu comme le cou de la grenouille, vous voyez. Et bon, nous, on mettait ça sur le cou de la vieillesse parce que certaines vieilles personnes ont ça. Et là, ce truc commence à battre comme pour la grenouille. Et ses yeux qui rougissent et tout. Et elle avait une copine du même âge juste en face d'elle, de la maison. Et il se disait que les deux se rencontraient souvent. Il se disait dans le quartier que les deux étaient sorcières et qu'elles faisaient leur truc ensemble. Et là, elle va voir sa copine, elle se met à parler et elle vient nous donner un préavis d'1 mois. Elle nous coupe l'eau. Elle nous interdit de venir puiser l'eau chez elle et tout. Et là, on n'avait plus accès à l'eau. Elle nous a coupé aussi le courant parce qu'on tirait le courant chez elle. On était dans la maison avec des bougies. Il faut savoir que le truc que mon père a retiré de sous son lit, c'est ça qui épuisait encore plus ses finances. Le monsieur, il avait fait un moment que ça s'arrête, que ses songes s'arrêtent, mais il tirait son argent. Donc le jour où mon père a jeté ce truc-là dans les toilettes, il a ramené de l'argent à la maison et ça a commencé à aller mieux. Mais on n'avait plus d'eau, il fallait aller puiser l'eau très loin. Et là, on a essayé de prendre l'eau chez quelqu'un dans le quartier à côté. Et la personne, elle appréciait beaucoup ma mère. Elle nous disait toujours, votre mère est très calme, elle ne se mélange pas, je l'aime bien, franchement. Et vous êtes super bien éduqués. Mais je regrette, je ne peux pas vous donner de l'eau. Ici, c'est la maison de mon mari. Je suis dans le quartier pour de bon. Si je commence à vous donner de l'eau alors que cette dame-là vous la refusez et que tout le quartier sait qu'elle est sorcière, elle peut s'attaquer à nous et à mes enfants. Donc ma maman a dit ok, pas grave, on a compris. Et on est parti de là très très vite. On a trouvé une maison qui ne nous arrangeait pas. À peine un studio, une chambre-salon pour 6 personnes. Vous voyez qu'il fallait vraiment se serrer, mais on avait l'impératif de quitter la maison, quoi. Donc voilà, c'était ma première histoire avec la bailleresse sorcière. Et heureusement, elle ne s'est jamais attaquée à mon petit frère. Donc peut-être qu'elle se disait, il est trop jeune, il n'a pas encore du bon sang et tout ça, quoi. Donc il s'est avéré qu'effectivement, elle avait un serpent. C'était le serpent de ses jumeaux. Et elle s'en servait pour sucer du sang, sûrement pour avoir une vie plus longue, parce que c'était vraiment une dame d'un certain âge et je dirais pas qu'elle voulait la richesse, puisqu'elle était suffisamment aisée, ses enfants étaient bien, elle était veuve. Je crois que son mari lui avait laissé assez de biens, mais je pense qu'elle tirait notre sang pour rallonger ses jours et pas pour la richesse, quoi. Et ben voilà, c'était ma première histoire. J'espère qu'elle a été bien racontée et surtout pas trop longue. Je vous remercie et bye. On se prend pour la prochaine histoire. Si je réécoute l'histoire et que je vois que j'ai bien raconté, je reviendrai peut-être. Allez, bonne soirée à tous ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous l'écoutez. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Ok. Je reviens encore pour une seconde histoire. Cette fois, j'ai 3 histoires, comme j'ai dit dans le premier message. Et comme ça, je
je vais libérer un peu quelques histoires parce que il n'y a pas tellement de temps. Et l'histoire, c'est un ami à moi. On a fait l'école, on a fait de la 6e. Et après, bon, on n'était plus dans la même classe, mais on était amis, on se voyait. Après, on était dans le même quartier, pratiquement dans le même quartier et tout. Jusqu'à ce que lui, il a eu le bac avant moi. Parce que moi, j'ai repris la classe de 3e et tout. J'ai pas envie de trop citer de la ville, les noms, parce que ça. Il y a des gens qui peuvent peut-être avoir une idée. Parce que lui, son père, c'était moi, mon professeur. C'était notre professeur quand on était en cinéma, parce qu'il était dans ma classe et c'était notre professeur d'art plastique et tout. Et le gars en question, il ne vit plus, il est décédé. Et son histoire, c'est quoi? Et quand il est décédé, c'est la femme de mon papa qui a expliqué, en fait, la cause de son décès. Et elle a appris ça de la bouche de la maman, en fait. Je sais pas si c'est vraiment la maman qui lui a dit, mais ou elle a appris avec d'autres personnes, mais en tout cas, en fait, c'est l'histoire. Et le souci, c'est que la dame, elle avait, elle était divorcée, en fait, de mon prof. La plastique, elle était divorcée, ils étaient séparés. Donc, les enfants, souvent, ils sont chez les papas, souvent, ils sont chez les mamans et tout. Mais généralement, ils étaient avec les mamans. Les mamans, et je voyais souvent le professeur parce qu'on n'était pas trop loin. Et je voyais souvent le prof passer avec lui qui a des enfants et tout. Et mon ami en question, lui, qui a eu le bac, il est allé à l'université à la capitale. Et là, après je crois 2 ans après son entrée à l'université, souvent, surtout que la ville où on était, c'est pas loin de la capitale. Donc, il venait souvent les week-ends, c'est je crois 45 minutes de la capitale et tout. Et il venait les week-ends, il partait, et les congés, les vacances, il était tout le temps là. Et une fois, je crois Andy, il est venu et peut-être qu'il avait besoin d'argent et tout. Et donc, il a pris de l'argent, une grosse somme, parce que sa mère était commerçante. Et il a pris une grosse somme d'argent. Et donc, ça, c'est pas un truc de 5 000 où la maman, elle va dire, oh, mes 5 000 francs sont perdus. Et bon, elle va taper l'œil un peu. Mais je pense que c'était vraiment une somme qui a fait que elle a tout fait. Elle a demandé à ses filles de ménage, des filles avec qui elle vendait et tout. On dit, elle a même accusé l'une des filles là. Elle a tout fait. Personne, ils disent que c'est pas eux en fait. Et là, elle a dit qu'elle allait faire. Elle allait aller voir les féticheurs et tout. Et que si les filles là n'avouent pas que si elle fait, elle fait les médicaments, la personne qui ça va prendre, c'est son problème. Et là, et elle a insisté, elle a tout fait. Les filles disent que c'est pas elle. Elles n'ont rien pris, elles n'ont rien pris. Et là, normalement, elle allait faire son truc avec le féticheur. Et là, bim, c'est le fils qui a pris en fait. Quand le féticheur l'a lancé, son sort, il a lancé son fétiche. C'est tombé sur le fils. Et le fils est tombé malade quelques temps après, il est décédé. C'est là qu'ils sont allés consulter. On lui dit non, mais c'est ton fétiche en fait. Ce qui s'est passé là, en fait, c'était ton fils qui avait pris l'argent. C'était pas les filles. Et là, elle a arrêté même de vendre pendant un temps. Ça l'a vraiment traumatisée. Et j'avais écouté une histoire similaire la dernière fois aussi sur YouTube. Et franchement, en tant qu'une mère, moi, je pense que souvent, il y a des choses fausses. Parce que tu te dis que c'est l'enfant d'autrui. Et tu lances le sort. Donc, ça veut dire que c'est l'enfant d'autrui que tu allais tuer. L'ironie du sort, Dieu a fait que c'est ton enfant et voilà, c'est ton enfant qui meurt. Là, ça te fait mal. Mais si c'était l'enfant de quelqu'un d'autre, ça n'allait pas te faire mal. Parce qu'à cause de, même s'il a pris 5, 100 000, 200 000, tu vas tuer
l'enfant d'autrui. Maintenant, souvent, c'est pourquoi on dit qu'il y a des choses, souvent, il faut vraiment pardonner, il faut accepter certaines choses, il faut tout mettre entre les mains de Dieu. Il ne dit pas que ceux qui volent, ils ont raison. Mais franchement, en tant qu'une mère, il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'on ne sait pas. Et pour ajouter à ça, c'est pas mystique, mais en fait, c'est une histoire similaire à ça. C'était une dame aussi qui habitait tout juste à côté de nous. Et chaque fois qu'il y a un voleur dans le quartier, c'est elle qui attrapait le voleur. C'est elle qui sautait toujours, oh, attrapez-le, oh, attrapez-le. Et moi-même, une fois, devant moi, c'est pas, on n'était que deux, ma camarade aujourd'hui, si elle écoute l'émission, elle est au Burkina Faso maintenant, elle va témoigner. On était deux sur la route et elle a croisé un monsieur qui avait volé un poulet. Mais on ne savait pas en fait que le monsieur avait volé un poulet. Elle a voulu saluer le monsieur et quand elle a tendu sa main, le monsieur ne pouvait pas laisser la main de la dame, donc il a pris. Il a salué en faisant le geste plutôt. Ça a remué le poulet dans le sac. Et le poulet a fait un cri. Coucou. Elle a dit, mais il y a quoi dans le sac là? Le monsieur dit rien. Elle a applaudi sur le monsieur, elle a traîné le monsieur au quartier. Les gens ont frappé le monsieur ce jour. Ma camarade en a suivi. Les gens ont frappé le monsieur ce jour-là jusqu'à qu'ils ont dit qu'ils vont prendre le monsieur. Ils ont envoyé le monsieur en prison. Au commissariat. Mais comme c'est une affaire de poulet, il pense qu'il n'a pas trop duré, il est sorti. Quelques temps après, on attrape encore un autre voleur. Et la dame écrit, oh voleur, oh voleur, oh voleur, oh voleur. Attrape-le, elle va chercher un poids. DMG, qui t'a su que ce jour-là, la personne qui venait frapper là, c'était son fils qui était couché là. En fait, c'était son fils qui avait volé. Et là, elle a demandé pardon. Les gens ont dit, niette, que toi, tous les jours, toi, tu frappes enfant des gens. Donc, tu venais là, bois que tu allais chercher là. C'était un enfant d'auto que tu venais tuer. Tu venais frapper comme ça. Et là, maintenant, comme tu vas rester ton enfant, tu demandes pardon. Ils ont frappé son fils là. Ils n'ont pas envoyé en prison. Moi, ils l'ont épargné ça, mais ils ont frappé son fils là. Et t'as su qu'elle a déménagé de la ville, pas du quartier, mais elle est allée dans une autre ville. La honte dans le quartier, cette période-là, elle ne pouvait pas. Elle et son mari et tout ont quitté la ville avec ses enfants. Donc tout ça pour dire que la vie, là, souvent, quand tu veux faire du mal à l'enfant d'autrui, il faut penser. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit, quand il y en a tellement de proverbes, quand tu indexes quelqu'un avec ton doigt là, faut regarder parce que les trois autres, souvent quand tu prends ta main et tu indexes avec les doigts là, il y a toujours les trois autres qui sont figés vers toi en fait, qui se dirigent vers toi. Donc au moment où tu es en train de penser que tu es en train de faire du mal à quelqu'un, dis-toi que ça peut se retourner contre toi. C'était un peu ma petite histoire. Faisons franchement, prions et aussi restons dans la tolérance, le pardon aussi, c'est déjà bon. Et Dieu va faire le reste. Inch'Allah. Bonne nuit. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. YouTube, il y a DMG Productions. Là, on poste tous les lundis, on poste un film. Tous les lundis, il y a un nouveau film à 17h00. Les films, c'est les histoires qu'on réalise aussi. Tous les lundis, la chaîne, c'est DMG Productions. Recevez mes fraternelles et cordiales salutations. Le citoyen du monde revient dans la grande communauté avec une histoire. Partagez, likez, commentez. L'histoire que je vais vous conter, je l'ai vécue. C'était en 2012. Nous avions à peu près 22 ans à cette époque. Mon cousin et moi, on allait au champ chaque fois avec la grand-mère. Et la vieille nous disait toujours, s'il est 12 heures, sortez immédiatement de la plantation. Ayez toujours une montre avec vous. Aux environs de 11h40 par là, si vous êtes en train de faire n'importe quoi, laissez cela et retournez dans la petite cabane qui est dans la plantation. Ne restez pas dans la cacahuète au fond. À chaque fois, on avait pour habitude de respecter cela.
Mais je tiens à préciser, mon cousin était quelqu'un de très turbulent. Parfois, lui, il était un peu têtu. Il y avait beaucoup d'arbres fruitiers dans la plantation. Et entre-temps, les pourritures de cacao, là, il partait souvent cueillir ça pour aller vendre. Donc, c'était devenu son business. Une fois, il s'en est allé. Il se peut qu'il a oublié ce que la vieille disait pourtant. Il était à 12 heures, le gars ne s'est pas rendu compte. Il était toujours en train de fouiller ses cabosses. C'est comme ça, subitement, il a écouté un petit bruit, comme les branches se cassaient un peu. C'était en pleine saison sèche. Vous savez, en saison sèche, si un animal se déplace ou bien si quelqu'un se déplace, il va piétiner les branches, ça va s'effriter, ça va se casser et puis ça va émettre des bruits. C'est donc ainsi le gars se retourne. Il a vu un énorme serpent. Je ne sais pas si dans la communauté, les gens ont eu à voir Anaconda. Moi, je souligne vraiment que c'était un énorme serpent parce que moi-même, j'ai vu la mue de ce serpent-là. Donc, c'était vraiment un serpent gigantesque. Ça, il faut le dire. Je précise pour que vous voyez vraiment le gigantisme dont je suis en train de parler. Le gars a tellement eu peur, si bien qu'il est tombé dans le coma. C'est le lendemain matin qu'une voisine en passant l'a retrouvé. Le gars était presque étourdi, donc il ne savait même plus là où il se trouve. On dirait qu'il avait perdu la raison. Disons ça comme ça pour être mieux précis. C'est donc ainsi la voisine a appelé la vieille. La vieille est venue au champ récupérer le frangin. Vu sa façon de se comporter, n'importe comment la vieille aurait su qu'il a vu ce qu'il ne fallait pas voir. La vieille est allée chez un initié avec lui. C'est donc ainsi que l'initié explique que réellement il a vu ce qu'il n'allait pas voir. Le serpent dont il a vu là comme ça, c'est lui le gardien de la plantation. C'est lui le gardien de la plantation. Donc c'est l'initié qui explique qu'il est devenu carrément étourdi comme ça. C'est parce qu'il a tellement eu peur, si bien que son âme a quitté son corps. Il a tellement eu peur. Donc c'est comme ça, le gars, quelques jours après son étourdissement et tout, il a commencé à faire comme si c'était la fièvre et tout. Il ne se sentait pas bien. Le gars est tombé franchement malade de chez malade. Il a perdu tout ce qui est comme poil sur son corps, les ongles et ses dents. Tout s'est arraché. Ses dents tombaient une après l'autre, ainsi que ses ongles et les poils. Partout, les poils peuvent pousser sur le corps. Le gars est devenu carrément nu, comme un ver de terre. Je vous assure. Le gars donc la maladie a traîné au moins pendant 2 ans. Il ne savait pas où il se trouve. L'initié a dit justement qu'il ne fallait pas qu'il voie ce serpent-là. C'était un serpent. C'est vrai que c'était physique, mais dans la 4e dimension, c'est pas ce qu'il pensait. Et l'initié expliquait aussi la chance qu'il a pourtant eue. Il est vraiment de la lignée. Que s'il n'était pas de la lignée, il trépassait. La chance qu'il a eue. La maladie va traîner, mais il va s'en sortir. Le gars, je ne sais pas si vous savez, quand quelqu'un fait la chimiothérapie, là, c'était exactement comme les effets secondaires d'une chimiothérapie. Le gars a perdu toute sa dentition, tous les ongles sont tombés et tous les poils du corps. C'est peut-être même 2 ans et demi après qu'il a commencé à se reconstituer. Le gars est devenu comme un petit zombie, je vous assure. Donc parfois, quand vous arrivez dans certaines plantations ou bien dans certains villages, si on vous donne les instructions, vraiment essayez de comprendre et marcher exactement comme on vous l'a dit. Parce que ce n'est pas le jeu. Soyons vraiment très attentifs à tout ce qui se passe là où on se trouve. Quand on nous dit de faire quelque chose, suivez exactement les instructions. Il ne faut rien bypasser. Il ne faut rien bypasser. Il a failli perdre sa vie comme ça pour une histoire de cabosse de pourriture de cacao. Bon, nous étions jeunes à l'époque et tout ça.
il faudrait que nous apprenions et que nous corrigions de nos erreurs. C'est l'histoire que j'ai voulu partager avec la grande famille. Partagez, likez, commentez. Que le Seigneur nous glorifie. Et surtout, si quelqu'un m'écoute, qu'il prie. Soyons bénis. Salut. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Connectez-vous sur la deuxième chaîne YouTube à 15h00 pour une nouvelle histoire. Merci. Portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Voilà. Ciao. À demain à 12h pour une nouvelle vidéo des histoires mystiques.